L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. L'entretien a le plaisir de recevoir aujourd'hui l'Arbi Marhoum, architecte. Mohamed l'Arbi Marhoum, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nouveau parmi nous. Si je devais te présenter, tu es prix du président de la République en 1999, prix national d'architecture en 2004 et en 2012. Tous les prix ont été obtenus sous Abdelaziz Bouteflika. Il y a un problème là. Bon, on va dire que tu étais un jeune architecte prometteur et ça s'est révélé dans les années Bouteflika qui se sont perpétuées. Merci d'être parmi nous. Merci. Tu as commis un article qui m'a interpellé cette semaine, que nous allons publier sur le Huffington Post parce qu'il est extrêmement parlant. Tu parles de la loi 0815 et tu dis à quand la paix des braves. Alors, tu vas nous expliquer de quoi il s'agit. Nous, on n'est pas très férus des notes de l'administration, des lois de leur année, mais je crois savoir qu'il s'agit de la loi qui tentait de remettre de l'ordre dans ces territoires issus de la fin des années 80, les années 90 et qui sont un peu hors République, hors loi, où les gens n'ont pas d'arrêté, n'ont pas de relation avec l'administration, ne sont pas dans la légalité. Exactement. La loi 0815, qui est sortie en 2008, elle est venue suite à un coup de gueule qu'avait poussé le président de la République dans les assises de l'architecture de 2006, en regardant tous ces territoires de briques rouges, de construction inachevée, et qui a donc posé un ultimatum pour dire il faut que ça s'arrête. On ne peut plus continuer à avoir des chantiers sur 80% du territoire. Et donc l'administration, pour répondre à une question qui était une question complexe, très complexe, s'est arrêtée à cette histoire de construction inachevée, en considérant qu'on pouvait régler le problème techniquement, par des petites dispositions techniques et administratives. Et ça fait depuis 2008. Elle devait se prolonger sur 3 ans. On est en 2018. Elle vient d'être prolongée jusqu'en 2019. Et ce qui est intéressant dans le phénomène, parce qu'on le voit, tout le monde le voit, c'est cette idée que le territoire il y a des enjeux économiques, sociaux, politiques qui se jouent sur le territoire. Le territoire, il concentre la relation qu'on a et la manière qu'on a de vivre ensemble, de fabriquer de la richesse, de faire de la politique. Et cette impasse de la 0815, c'est une manière, c'est une transposition sur le territoire de l'impasse politique dans laquelle nous sommes. Oui, c'est ce qu'explique brillamment cet article, transposition dans le territoire, et aussi ça illustre une manière de traiter, de négocier avec le territoire, que les autorités ont. On va développer cette très fertile idée tout au long de cet entretien, l'Arbi Marhoum. Auparavant, je voulais juste rappeler que nous communicants, journalistes, et peut-être même aussi dans le public, on a surtout perçu la 0815 à travers son aspect finalisé, ce qui n'était pas terminé. Et dans ce cas précis, ça concerne aussi des îlots, des lotissements qui sont dans la légalité. Ça ne concerne pas que les îlots et les constructions et les quartiers hors territoire, hors République. Oui, les cas d'infraction sont multiples. Il y a des gens qui ont acheté chez les APC dans les années 90 par simple décision, qui n'ont pas été régularisés, qui se retrouvent sous le coup de la loi. Ce qui est aberrant, c'est que autant les cas d'infraction sont multiples, autant cette manière de faire la loi lisse l'ensemble des cas pour essayer de les remettre dans un petit tableau Excel pour dire si tu n'as pas ça, tu fais ça, si tu n'as pas, tu fais ça, tu ramènes ce papier, tu passes par ça. Et on est complètement passé à côté de la dimension sociale, économique et politique de la question. Alors, dimension sociale, économique et politique, on a déjà besoin peut-être de cartographier, de visualiser la taille de ces quartiers, de ces ponts d'urbanisme qui ont échappé à l'urbanisme, en fait. Nous, on connaît surtout dans la périphérie d'Alger-Est des quartiers qui ont prospéré, le Hamiz, Calyptus, dans les années 90. Et à l'échelle du pays, c'est quoi ? Ça représente quoi exactement ? Je pense que ça doit approcher les 50% de l'urbanisation depuis une trentaine d'années. C'est énorme. Bien sûr, c'est énorme. C'est énorme. Bien sûr, c'est énorme.
Et ce sont, alors, c'est quoi? C'est des citoyens qui ont occupé une parcelle, qui ont construit au-delà des... Je n'ose même pas parler de nom, parce que si on a occupé un terrain illégalement et qu'on a construit, on est dès le départ dans l'illégalité, sans permis de construire. Sans permis de construire, sans être intégré dans un instrument. C'est-à-dire que c'est des territoires qui ne faisaient pas partie des zones à urbaniser, donc qui se sont urbanisés un petit peu sauvagement. Il y a eu l'époque de l'année 90 où les mairies, pour les présidents d'APC ou les DEC, pour des raisons évidentes de paix sociale, ont distribué des terrains avec l'aval de l'administration centrale, mais qui n'ont pas été suivis par une régularisation, et donc ils se sont retrouvés sur des territoires où ils n'avaient pas d'acte de propriété, ils se retrouvent aujourd'hui sous le coup de la loi. Mais ce qui est frappant sur ces territoires-là, c'est qu'on prend le Hamiz, aujourd'hui c'est une part non négligeable, j'allais dire, des flux financiers qui se font à Hamiz. C'est une ville économique, qu'on le veuille ou non. C'est des quartiers qui ont une capacité de création de richesse, même si cette richesse n'est pas traçable, qui est phénoménale. Pour un dinar qui circule sur la rue Al-Arbi Ben Mehdi, on a 10 qui circulent à Hamiz. Et c'est cette idée que le territoire est aussi une machine à fabriquer de l'économie. Et j'utilise le mot parallaxe. On dépense 20 dinars sur l'Arbi Ben Mehdi et 0,5 centimes sur le Hamiz. Alors que la balance voudrait qu'on en dépense exactement l'inverse. Et c'est cette erreur de parallaxe que fait le décideur qui décide du territoire et l'usager du territoire qui, lui, est pétri de bon sens, qui a fini par créer des situations de déséquilibre. Alors, Mohamed Lahabi, quand tu dis pétri de bon sens, c'est de la rationalité économique au sens capitaliste égoïste. Il voit ses intérêts. Quand il lotit, s'il doit avoir un retrait de 6 mètres pour laisser le boulevard, il ne va pas faire de retrait. S'il est autorisé au sens à faire accumulation 1 plus 1, primitive. Voilà. Au sens accumulation primitive. Si on regarde les cahiers de charges qui ont été pondus dans ces années-là, on va retrouver le petit cahier de charges mignon de Ben Omar ou de Neuilly, c'est-à-dire recul de 2 mètres par rapport à la voie, poser le jardin, mettre des fleurs sur la clôture, sur un territoire qui ramène 3 millions de dollars heure. C'est de la folie furieuse. Les gens, ils ont mis des garages hauts de 5 mètres. Ils ont quand même mis des voies assez larges pour que le camion puisse rentrer et sortir. Et ils ont construit des espèces de petits immeubles à vocation économique. Et ils se retrouvent contrevenants par rapport à la loi, même dans les cas des lotissements qui ont été institués réglementairement, parce qu'il n'a pas fait le recul de 2 mètres, parce qu'il n'a pas respecté la hauteur, parce qu'il s'est collé aux voisins, tout simplement parce que c'est le bon sens de comment on occupe un territoire, comment on rationalise la dépense, comment on investit sur le territoire. Et si l'État n'a pas eu le temps de le penser en amont, l'acteur sur le terrain l'a fait pour lui. Mais bien sûr, l'acteur l'a fait pour lui, et après, il y a cette relation. Et c'est valable dans les deux sens. Souvent, dans les décisions de la puissance publique, et c'est juste un retour de bâton. Parce qu'ils savent qu'il y a une marge de négociation sur ces territoires-là, sur ces questions-là, où l'absence de légitimité est le problème essentiel politique que nous traînons depuis l'indépendance, c'est-à-dire fabriquer une véritable économie, une véritable légitimité, rend puissants les uns et les autres en affaiblissant les uns et les autres. Alors, si on rentrait dans le détail de l'échec de l'impasse de la 08-15, ou de la 15-08, parce qu'elle remonte à 2008. 2008, on n'a toujours pas réussi à l'appliquer, on n'a toujours pas réussi à résoudre le problème de ces terrains-là. Alors, tu dis dans ton texte qu'on est parti dans une démarche de one-to-one, traiter avec chacun comme si c'était un cas individuel et ne pas regarder que toute la rue est dans le même statut et approcher le problème de manière globale, c'est-à-dire comme une question d'urbanisme et non pas une question d'architecture. C'est une question d'urbanisme et d'aménagement du territoire, ce n'est pas une question d'architecture. Je commence à croire que cette attitude de one-to-one, c'est-à-dire simplifier des équations complexes en autant d'équations simples, est symptomatique de la question que nous avons, enfin de la manière que nous avons à gérer la chose publique. On peut ouvrir la discussion sur l'économie, sur le commerce extérieur, sur ceci, sur cela. Vous allez trouver cette attitude qui est prégnante. Un problème complexe, on essaye de le saucissonner en autant de problèmes simples. La résolution de petites équations simples ne résout pas l'équation complexe. Ça, c'est la démarche du gouvernement des Wali. Ça, c'est mon petit pic à la gouvernance algérienne, mais c'est exactement le modèle de pensée d'un gouvernement de Wali.
Voilà, un gouvernement de Wali simplifie la question en autant d'actes simples. Sur cette question de la 0815, et je donne l'exemple de ces 20 maisons qui sont érigées de part et d'autre d'une rue, pour celui qui est dans son bureau au ministère de l'Habitat, il considère que c'est 20 cas. Mais sur le territoire, c'est une rue. Considérer que c'est une rue veut dire qu'on doit discuter avec les 20 personnes et trouver des solutions pour fabriquer une rue et donc un début d'urbanité et donc un début de société. Considérer que c'est 20 cas, c'est aller vers essayer de gérer 20 cas en aparté, avec tout ce qu'on connaît des stratégies de contournement, avec tout ce qu'on connaît des règlements à l'amiable à l'abri de bureaux fermés. Et donc, la démarche est complètement différente. Alors, qu'est-ce qu'on a à gagner à sortir de ce statu quo? Parce qu'on peut aussi, de manière provocante, dire finalement tout le monde s'est accommodé de cette situation-là. C'est relativement marginal, ce sont des périphéries des villes. C'est peut-être pas toujours le cas parce que ça peut changer avec le développement des villes, on en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a à y gagner? Peut-être que ces gens-là ne sont pas demandeurs de régularisation, entre guillemets, de leur situation, et l'État fait semblant de vouloir régulariser, mais qu'il n'a pas tant que ça besoin de régulariser. Non, je pense que les gens sont demandeurs, parce que les gens, aujourd'hui, il doit léguer son bien à ses enfants, il doit. Ils sont dans une espèce de précarité juridique qui ne doit pas être facile à vivre. Après, jusqu'où ils sont prêts à aller pour régulariser leur situation? Il faudrait qu'on arrive... aujourd'hui, ils sont prêts à tout, y compris par les chemins de traverse. Voilà, la corruption, le Machak Lahado, à chaque fois qu'on met un barrage, qu'on met des blocages, que l'État met des conditions pour, il y a toujours des stratégies de contournement. Il faudrait que cette situation, j'allais dire que cette facilité à vouloir régler le problème individuellement par toutes les méthodes possibles, qu'on sorte de ça. Il faudrait que ces personnes-là puissent s'organiser pour essayer d'améliorer leur cadre de vie et de régler la question de la manière la plus collective possible. Ça peut être une condition. C'est là où j'interviens, je revendique cette idée de chantage d'État. Oui. L'État aujourd'hui est puissant. Chantage citoyen d'État. D'État citoyen. D'État citoyen. C'est-à-dire que l'État... Je voulais ajouter citoyen, sinon ça fait un peu sec, chantage d'État. Si, oui. J'ai réfléchi entre chantage citoyen-État ou d'État citoyen. Mais l'idée, c'est que quand même, l'État, il a la force publique. Et on est devant des populations qui sont dans une situation précaire, juridiquement. Et donc, au lieu de négocier cette histoire dans un café, il faut négocier cette histoire sur la scène, sur la scène publique. Et qu'on puisse fabriquer un environnement. L'État, il doit céder de ses prérogatives, puisqu'il a inventé une loi qui met à mal tout un tas de lois qui instituent comment on construit, comment on viabilise. Là, on essaye de régulariser. On est déjà dans une situation un petit peu de recul de l'État. Mais en face, on doit pouvoir fabriquer de l'espace urbain, de la question collective sur des questions comme ça. Mais il faut considérer que c'est une question collective. Alors, on la considère comme une question collective, comme une question politique. On vous transforme en contribuable, citoyen contribuable. En contrepartie, vous avez accès aux droits auxquels a accès un contribuable. Ce serait un peu ça le deal? Ce serait un peu ça le deal. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas trouver sur ces territoires-là 25 mètres carrés pour poser un poste transfo. Et si on continue comme ça en gérant au cas par cas, on ne trouvera toujours pas les 25 mètres carrés pour poser un poste transfo. Vous ne trouverez pas un endroit... Donc, Smart City, là-bas, c'est à oublier, quoi. Non, ils ont de l'intelligence, mais pas celle du territoire, pas celle qui est codifiée. Ils ont une intelligence binaire, mais pas celle de la Smart City. Alors, politiquement, on sent bien que... moi, j'ai beaucoup aimé ces parallèles donc, il y a cette formule, ce serait la version territoriale de la concorde civile. Donc on sent bien qu'on est dans une négociation qui continue celle de la fin des années 90. Exactement. Essayer de ramener dans la Houdna et dans l'espace de la République des gens qui étaient en dissidence. On a toujours un peu soupçonné ces territoires-là d'être des soutiens du fils et d'avoir financé éventuellement en partie le terrorisme, même si, bon, il n'y a rien d'avéré. Et donc, on sent un peu que l'État ménage cette partie-là de la ville parce qu'il ne veut pas rentrer en conflit, il ne veut pas réveiller de vieux démons. Moi, parfois, je pense, et parfois je le dis, qu'il y a quand même une société parallèle, avec une économie parallèle, avec des règles parallèles qui se sont instituées depuis les années 90.
Cette société parallèle qui avait vocation à fabriquer un État qui lui ressemble, est toujours là. Ce n'est pas le fait qu'on ait battu le terrorisme, que cette société n'existe pas. Elle a ses lois. Regardez le rapport à l'impôt, regardez le rapport à la banque, regardez le rapport au financement conventionnel. C'est une société qui est en marge de ces circuits-là, non pas parce qu'il ne faut pas confiance, parce que par moments, c'est idéologiquement inacceptable pour eux de poser de leur argent dans la banque. Leur regard sur l'impôt est un regard qui est différent. Ils ont un rapport à la zakat qui remplace largement le rapport à l'impôt. On est dans deux modes de fonctionnement de la société qui sont colocataires d'un même territoire. Alors, il me vient une formule un peu provocatrice. Feu Mohamed Lamari avait reproché en 2004, quand il était en dissidence avec Bouteflika, on a battu le terrorisme et politiquement, il est en train de gagner. Mohamed Larbi, Marham, vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, on a battu le terrorisme, mais territorialement et civiquement, son modèle d'État est toujours là. Absolument. Ce qui ressemble à une khourda. Pour nous, en cravate costume, qui avons l'habitude d'apprécier, j'allais dire, le café de Flore. C'est un véritable modèle social, économique et politique qui s'installe sur le territoire. Je pense que là où les urnes n'ont pas réglé le problème, l'économie informelle et le territoire sont en train... La question se joue sur le territoire et ils sont largement... gagner la bataille. Alors en 2008, c'est l'année où l'Algérie a fait les plus grands revenus pétroliers, parce que 2008, c'est l'année des $143 le baril. Et est-ce qu'aujourd'hui, on dirait qu'on a peut-être raté, en tardant, en ne pendant pas la bonne loi, en n'avant pas les bons mécanismes, en regardant avec cette erreur de parallaxe ces territoires-là, est-ce qu'on n'est pas en train de rater une opportunité économique et financière d'intégrer ces territoires et qu'après ça va être plus difficile? Non, je ne pense pas. Que c'est encore possible. Ton raisonnement veut dire que c'est encore de la dépense publique. Moi, je considère qu'on n'a pas besoin de dépenses publiques. On considère que ces populations sont des populations solvables. Elles existent administrativement pour personne, fiscalement pour personne. Donc, on peut les considérer comme étant des personnes qui n'ont pas de ressources pour l'État. Mais quand on construit un R+3 et qu'il y a 3 ménages dedans et qu'il y a une voiture qui coûte 3 millions de dinars qui est garée en bas, il faut s'arrêter de considérer que ces personnes n'ont pas de ressources. Ce ne sont pas des ressources traçables, mais ce sont quand même des ressources. Et donc, on doit pouvoir les intégrer dans la fiscalité ordinaire. Et là, cette fiscalité foncière et tout ça, il faut complètement la revoir. Il faut s'arrêter de payer 1200 dinars pour un logement qui coûte 25 millions de dinars. Je veux dire, c'est ce que je vois. Il faut complètement arrêter cette histoire. Habiter en ville coûte de l'argent. Voilà. Et donc, considérer que c'est des populations qui ont les moyens de régler leurs problèmes et d'investir, considérer que ce sont des contribuables, ne pas... Parce que c'est vrai que pour le gars des domaines, tant qu'il n'a pas de permis de construire, il ne paye pas de taxe foncière, il n'existe pas pour le notaire, il n'existe pour personne. Ce qui te fait dire dans ton papier que la manière de la population, le gouvernement tient la population juste par le registre le fichier national du logement. Le fichier national du logement, je le dis parce que quand on voit tous les efforts qui sont déployés par l'État sur cette question du logement, on a l'impression que n'existent que ceux qui sont dans le fichier du logement. Tous ceux qui ne sont pas dans le fichier du logement n'existent pas pour le ministère de l'Habitat. Et donc, ces territoires-là ne sont pas concernés par le fichier du logement. Ils n'existent pour personne. C'est-à-dire que les pouvoirs publics s'occupent des demandeurs de logement. Et on a transformé les Algériens en demandeurs de logement. Il y en a qui ont réglé leurs problèmes de cette manière-là, qui ne sont pas demandeurs de logement. Ils sont demandeurs de citoyenneté, c'est un grand mot. Ils sont demandeurs d'une forme d'intégration dans le modèle urbain, quoi. Ils veulent exister. Et puis, à la limite, on est obligé de les faire exister dans le modèle urbain. On ne peut pas continuer à ignorer des territoires qui sont en train d'encercler la ville et qui vont poser problème demain. Est-ce qu'on peut dire... que la campagne d'adressage qui est en train d'être engagée par le ministère de l'Intérieur est une partie de la solution. Essayer de, sous couvert de baptiser, rebaptiser, savoir donner des noms et des adresses à des territoires qui sont effectivement dépourvus de cela. Oui, c'est une campagne... voilà, c'est déjà en termes d'échelle.
que le ministère de l'Intérieur regarde le territoire à la bonne échelle, de la bonne manière. C'est-à-dire qu'il a des problèmes d'ordre public à régler, et l'urbanisme, c'est aussi une manière de régler des problèmes d'ordre public. Ce n'est pas plus que ça. En plus de créer de la richesse, de faire de l'échange et tout ça, c'est aussi un problème d'ordre public qu'il faut gérer. Et donc, avec ce regard de gérer les problèmes d'ordre public, le ministère de l'Intérieur a lancé cette campagne d'adressage. Et c'est une campagne d'adressage qui permet finalement de reconnaître les territoires et reconnaître les gens qui sont sur ces territoires. La rue que j'habite, moi, à Sudania, n'a pas de nom. N'a pas de nom. Et l'îlot n'a pas de nom. Et c'est quand même dramatique qu'on ne puisse pas vous envoyer le bulletin scolaire de votre fils. J'ai un peu dépassé l'âge. Oui, mais allez, mais même pas une convocation du juge. C'est plus fréquent. Ou un truc fiscal. Et la convocation du juge qui n'arrive pas à temps, c'est le risque d'un mandat d'arrêt sans qu'on le sache. Voilà, c'est-à-dire... Un mandat d'amener au moins dans un premier temps. Alors comment est-ce qu'un État peut rayonner sur un territoire quand il n'a pas le plus simple moyen de faire arriver, j'allais dire, la parole de l'État à un citoyen? Quand cette relation simple, ombilicale, n'existe pas. Et quand on sait ce qu'est tout ce qui est Internet chez nous, le niveau de prestations qu'on a... c'est pas encore l'alternative. C'est pas encore l'alternative. Et donc, c'est des choses simples qui font qu'un État existe ou n'existe pas. Ne pas recevoir une convocation du juge veut dire que l'État n'existe pas. Alors, il y a des pistes de solutions que ton texte propose. Évidemment, le grand intitulé, c'est ce contrat gagnant-gagnant que tu appelles chantage d'État citoyen. Qu'est-ce qu'on peut mettre de manière un peu plus précise dedans? Fourniture de services publics qui n'existent pas dans certains quartiers, améliorer le rapport au centre, je pense des questions de mobilité. Des questions de mobilité, des questions d'investissement. Je veux dire que pour vraiment caricaturer, moi j'aurais mis l'opéra d'Alger El-Hamiz. Je sais qu'il y a des gens qui vont être fâchés. Je sais, mais c'est ça. Un État qui veut pacifier des territoires. Parce que nous sommes aussi dans une espèce de pacification par l'architecture et l'urbanisme. Ça a été récurrent. C'était valable en 1958, c'est encore valable aujourd'hui. D'accord. Alors, poser un équipement de cette symbolique dans des territoires comme ça veut dire qu'on reconnaît à ces territoires un statut presque de centre au lieu de les considérer comme des... Oui. Alors, est-ce que c'est quand même pas ce qui est en train d'arriver aujourd'hui avec l'aménagement structurel et stratégique de l'Est d'Alger, le pôle de Kourifa, avec la gare centrale qui va être à Kourifa, qui est un territoire qui n'est pas très loin de cette partie dont on parle. Oui. Est-ce que c'est pas quand même remettre de la centralité dans ces périphéries, comme tu sais très bien en parler? Non, de ce qu'on a vu sur les plans qui sont proposés par Parc Expo, on n'est pas dans ces... Encore une fois, c'est une erreur de parallaxe. Kourifa peut être ce qu'est la Défense pour Paris. Alors, on peut dire qu'est-ce que ça représente en territoire, parce que tout le monde n'est pas algérois parmi les auditeurs. Alors, et même les Algérois ne connaissent pas bien cette partie d'Alger. Moi, je la connais surtout parce qu'il y a le stade de Badakri qui est en construction, ça m'intéresse. Mais sinon, on n'a pas une vision bien précise de ce que c'est ce territoire de Kourifa qui est un peu porteur d'une sorte de bouffée d'oxygène pour l'urbanisme à Alger. Alors, le territoire de Kourifa, on nous avait consulté Halim Faidi et moi-même pour réfléchir un peu sur ce territoire de Kourifa. Et la première des choses qu'on ait faites, c'est de superposer le plan, l'étendue de Kourifa, pour avoir une idée de qu'est-ce que ça représente. On l'a superposé sur la carte d'Alger à la même échelle. Donc, on a mis le bout du plan qu'on avait de Kourifa à la Grande Poste. Et ben, l'autre bout est arrivé à Oued el-Harrach. Et... l'autre bout est arrivé presque à El Biar. Alors, en fait, c'est une autre Alger, quoi. C'est pratiquement un autre Alger. Pour sentir un peu l'ampleur de ces territoires, mais quand on a regardé ce qui est prévu par Parc Expo sur ces territoires, c'est affligeant. Je veux dire, c'est à peine 5 ou 6 projets. On parle d'un quartier d'affaires, on parle d'un village olympique, on parle de la nouvelle foire, on parle d'un parc. C'est-à-dire, on résumerait l'intitulé, il y a peut-être 10 opérations de prévues sur un territoire qui va de la Grande Poste à Oued el-Harrach et qui monte jusqu'à El Biar. C'est dire la méconnaissance ou, je ne sais pas comment on peut appeler ça, il y a une erreur flagrante d'échelle de projet à mettre sur un territoire aussi grand.
Alors que ce territoire-là devrait nous permettre de fabriquer de nouveaux quartiers. Peut-être pas de nouveaux centres, mais de nouveaux quartiers. Et d'autant plus que nous avons concentration de toutes les utilités possibles et imaginables. Il y a la gare, il y a le tramway. Enfin, la gare à venir. À venir, il y a le tramway, il y a le métro qui arrive. Le tramway n'arrive pas à Kourifa. Il y a le métro qui arrive. Le métro va à l'aéroport. Il va arriver à l'aéroport, il va passer pas loin de ce quartier. Je veux dire, on a une concentration de choses qui font que... Alors, ce territoire, c'est entre le Harrach et l'aéroport, hein, pour situer. C'est aux alentours, il englobe... Et la Baraki au sud... Il englobe toute la décharge qui a été transformée en parc. Absolument. Il englobe le stade de Berraqi. Il s'enfonce à l'arrière de la vieille zone industrielle d'Al-Harrach. Et vers le nord, il remonte quand même entre le Hamiz et Bab Zouar. Il pique vers le nord. Il y a beaucoup de terres agricoles qui seront loties, quoi. Voilà. Qui seront loties. C'est-à-dire qu'il faudrait ne pas rater cette occasion pour créer une espèce de... pour concentrer l'espèce de spéculation. La spéculation n'est pas mauvaise. Alors, ton autre souci que j'ai bien compris, mais qui n'est pas porté dans ce texte, qui est concentré, lui, sur l'échec, l'impasse de la loi 0815 et qui propose, entre guillemets, une pied de brave sur cette question. Ton souci, c'est d'éviter de entre guillemets, clochardiser, détourner des quartiers résidentiels d'Alger de leur vocation, parce qu'il n'y a pas où investir, où aspirer ces investissements, pour certains spéculatifs, mais des investissements qui ont vocation à construire de nouveaux quartiers d'Alger. Exactement, parce que le regard qu'on a sur la participation du privé dans la construction d'une ville est un regard qui est erroné. Je veux dire, l'État gère les deniers publics pour le logement public, pour ceux qui sont dans le fichier du logement. Point. Pour le reste, le privé est obligé d'acheter chez le privé à des prix exorbitants, de négocier des droits à construire quand il les a pas et d'essayer de s'en sortir. Et comme on gère plus souvent la pénurie que l'opulence, on se retrouve à des logements qui se vendent à 500, 600 000 dinars du mètre carré dans des quartiers comme El Biar ou Hedra. C'est une situation qui est anormale. C'est ce qui est en train d'arriver en ce moment. Aujourd'hui, on est en train de changer le statut de Hedra. Moi, j'ai vu les promotions immobilières qui changent les villas coloniales, qui faisaient de Hedra un quartier résidentiel, sont en train de se développer à grande allure. Il faut circuler dans le quartier pour s'en rendre compte. Les pouvoirs publics, parce que c'est eux qui... par l'outil du PDO et l'outil de l'urbanisme, c'est eux qui distribuent les droits à construire. Ils peuvent réguler les droits à construire. On peut décider que sur Hedra, on bloque les droits à construire. Que quand tu as une maison R+1, si tu la démolis, tu construis que la même maison, sinon moins. C'est une décision d'État. C'est une espèce de violence utile de l'État. Mais on ne va pas bloquer une machine économique tant bien que mal qui fonctionne sur des quartiers comme ça, en n'offrant aucune alternative. Et les quartiers comme Kourifa peuvent être une alternative où on peut construire de véritables espaces urbains, dessinés, dimensionnés comme il faut, où les gens vont s'installer là-bas. Alors pour m'expliquer cela, tout à l'heure, dans le briefing, tu m'avais dit le quartier de la Défense a sauvé Paris. Si on arrive aujourd'hui à maintenir en tant bien que mal la règle des 33 mètres sur Paris, c'est parce qu'on a créé tout un quartier à Nanterre qui permet d'aller jusqu'à R+20, de mettre des millions et des millions de mètres carrés là-bas. Parce que ces millions et millions de mètres carrés, ils ramènent une fiscalité. On en a besoin. Mais si on les laisse se disperser dans la ville au gré des situations de quartier, voilà. C'est ce qui est arrivé à Sidi Yahya. C'est ce qui est arrivé. Est-ce que quelqu'un a vu venir Sidi Yahya? Personne. Même pas l'urbaniste que tu es. Si, pas l'urbaniste que je suis, mais les gens qui connaissent, qui savent lire le territoire, savent que les fonds d'oued finissent par devenir des boulevards. C'est le cas de la rue Michelet, c'est le cas... Voilà, les remparts deviennent des boulevards, les cours d'eau deviennent des boulevards. Ceux qui ont un regard sur le territoire, ce regard-là sensible et un peu cultivé, parce qu'il faut connaître l'histoire, savent que c'est des territoires qui ont vocation à devenir des centralités. Mais l'administrateur qui n'a pas cette connaissance-là, il regarde le territoire de manière tout à fait simpliste. Il ne comprend pas toute la subtilité, d'autant que les découpages administratifs font de Sidi Yahya finalement la périphérie d'une part de Bir Morad Raïs et la périphérie de Hedra.
Donc, c'est des non-territoires par rapport aux deux centralités. Et tout le monde est passé à côté de l'hypothèse qui était vérifiable pour les gens qui connaissent le territoire, que c'était là un endroit pour fabriquer un boulevard. Et pour nous, les contribuables, ça aurait changé quoi si l'État avait pensé Sidi Yahia auparavant? On aurait dépensé moins, on aurait rattrapé moins de travers? D'abord, on n'aurait pas, voilà, on n'aurait pas des parcelles de 5 mètres sur 4 niveaux. Je veux dire, ça, c'est des situations favelesques qu'une ville comme Alger aurait pu éviter, je veux dire. Et puis, on aurait loti ces territoires de la manière la plus sérieuse possible pour fabriquer un boulevard. On les aurait peut-être vendus au prix où il faut. On aurait posé une fiscalité qu'il faut, au lieu de gérer de l'informel et au lieu, aujourd'hui, que le citoyen rattrape une erreur de parallaxe et l'État est en train de dépenser dans le petit espace réduit qui lui reste pour essayer de fabriquer une urbanité tant bien que mal. Alors, tout ça, on va pouvoir l'éviter quand même à Korifa, sauf qu'on est en sous-dimensionné. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore pensé à l'échelle de ce territoire. Non, on ne sait pas encore ce qu'on a sous la main. Quand on voit les documents qui sont dans le plan stratégique, c'est même pas ça. C'est-à-dire qu'il faut que l'État passe la main au privé. Je veux dire, c'est ce que la question que j'allais poser, c'est est-ce que c'est parce qu'on a réfléchi juste à l'échelle de ce que peut déployer l'État? C'est exactement ça. Ce que sait faire l'État, on le fait. Ce que ne sait pas faire l'État, on ne le fait pas. Et sur ces histoires d'économie et d'urbanisme, il y a fort à penser que l'État ne sait pas faire grand-chose. Il faudrait qu'on s'en rende compte et que l'État redevienne un espèce de metteur en scène de dispositifs qui doivent garantir l'équité, la justice, mais il ne doit pas mettre voilà, il ne doit pas faire, il doit laisser faire. Alors, à une échelle un peu plus réduite, est-ce qu'on peut développer un modèle plus ou moins exemplaire ailleurs qu'à Korifa? On sait qu'autour de l'Opéra d'Alger, il y a le projet de lotir et de construire un nouveau quartier. Il y a la même chose à Douira. Est-ce que c'est, à une échelle un peu plus petite, possible d'impliquer plus le privé et de faire l'urbanisme que ne sait pas faire l'État? Oui, mais le problème, c'est que comment raccorder ces quartiers? Parce que si je dois mettre du bureau, il faut que je puisse y arriver rapidement. Là, vous avez Korifa, où il y a le train qui arrive, où on est à 2 pas de l'aéroport. On est dans une situation qui est déjà construite du point de vue des infrastructures et de l'attractivité. Et on essaye de mettre en place une attractivité sur des territoires qui sont quand même très mal connectés au centre. Je veux dire, c'est vraiment choisir c'est la bonne manière de faire, pas forcément là où il faut le faire. Je pense qu'il faut re-regarder Korifa, re-regarder le centre. Je veux dire, vous avez le Hama, vous avez Belcourt, vous avez tout ça qui sont là. Et c'est bien voilà, on essaie de faire de l'urbanisme là où le terrain est public, là où l'État a le moyen de décider pour le sol. Et on est dans cette espèce d'impasse à venir négocier avec le citoyen, d'être partie prenante dans un dispositif d'urbanisme. Vous savez qu'un maire d'Alger-Centre ne peut pas construire un logement sur son territoire. Quel type de logement? Pour qui? À qui il va le vendre? À qui il va le louer? On est dans cette espèce d'impossibilité, alors que la ville, c'est d'abord le logement. Ce rapport à la chose publique, ce rapport à venir négocier avec des privés pour monter des espèces de sociétés d'économie mixte où les gens interviennent avec les biens qu'ils ont, avec les territoires qu'ils ont pour fabriquer l'économie, demande qu'on fabrique des équations complexes. Et notre incapacité à monter des équations complexes et notre fuite en avant pour fabriquer des équations simples, cette histoire d'opéra fait partie des équations simples au lieu de gérer des équations complexes comme celle du centre d'Alger, du moins de la partie Belcourt, Hama et tout ça. Mohamed Larbi, l'une des raisons pour lesquelles tu t'es emparé de cette question de la loi 0815, c'est qu'il y a un événement, un colloque autour de cette question-là. Tu peux nous en dire un mot? Notre ami Akli Amrouche, qui est toujours interpellé par des questions d'ordre urbain et sociétal, organise le 20 mars un workshop sur ces quartiers inachevés. Et il y a beaucoup d'intervenants de qualité. Il y a aussi une architecte du Maroc qui a fait une expérience participative sur des quartiers comme ça. Et on voit un peu, avec un peu de confiance, un peu de sincérité, un peu d'autorité, parce qu'il faut tout ça en même temps,
on arrive à faire bouger les lignes et comment des quartiers qui étaient des quartiers périphériques délaissés redeviennent des quartiers où il y a une forme de dignité. La dignité, c'est important. Quand on perd la dignité, il n'y a pas grand-chose qui peut rattraper la dignité. On peut gagner beaucoup d'argent à Al-Hamis, mais ne pas avoir de dignité. Exactement. Aujourd'hui que l'argent est là, les gens sont à la recherche de dignité. Et la future bataille d'Alger va se jouer sur ces territoires-là. Albi Marhoum, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.